Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Au cœur de l'histoire. Une grande exposition se tient en ce moment au musée de Cluny. En mars, elle émigrera d'ailleurs au château de Pau. Le sujet en est un personnage majeur de la guerre de 100 ans, un prince béarnais flamboyant, Gaston Phébus. Et Franck Ferrand nous le présente aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Phébus, c'était le nom antique du soleil, vous savez, et c'est le surnom que Gaston III de Foix s'était donné en toute modestie. Ce Pyrénéen brillant, indomptable, est donc un peu le prince soleil de la fin du Moyen-Âge, un personnage fascinant, vous allez voir, et dont la vie paraît avoir été écrite pour le cinéma. Un personnage assez ambigu tout de même. Hein. Oui, on peut dire qu'il était à la fois brillant et obscur. Il vivait la nuit de préférence. Prince magnifique et guerrier cruel. Il est allé jusqu'à tuer son jeune fils de ses propres mains. Je vais vous raconter tout ça. Le souvenir qu'il a surtout laissé à travers son célèbre livre de la chasse, c'est celui d'un veneur inlassable et passionné, toujours prompt à courir la bête rouge et la bête noire. Je vous propose de nous rendre sans plus attendre à la cour d'Orthez. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un des récits les plus passionnants de la fin du Moyen-Âge. Son auteur est le grand chroniqueur Jean Froissart, auquel nous devons par ailleurs toute l'histoire du siège de Calais par le roi d'Angleterre, Édouard III, et la célèbre anecdote des bourgeois de Calais, dont on sait qu'en fait il faut la prendre avec des pincettes, mais tout ça c'est Jean Froissart. Ce récit dont je vais vous parler, dont je vais m'inspirer aujourd'hui, s'appelle Le Voyage en Béarn. Il occupe tout le début du 3e livre des chroniques de Froissart, titre transparent, car c'est bien d'un voyage en Béarn qu'il s'agit à la cour d'Orthez, au pied du massif pyrénéen entre Bayonne et Pau, à la cour du plus brillant des grands seigneurs de l'époque, le lion, le soleil, Gaston III, comte de Foix, vicomte de Béarn, le premier des seigneurs de Gascogne et du Languedoc. Pourquoi Froissart ? Ancien historien officiel de la cour de Philippa de Hainaut, épouse d'Édouard III d'Angleterre. Froissart qui a donc beaucoup voyagé en Flandre, en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse, enfin bref dans tout le nord de l'Europe. Pourquoi Froissart éprouve-t-il le besoin, il a à ce moment-là la quarantaine bien sonnée, le besoin de faire ce voyage au sud du royaume de France, dans ce pays de Languedoc, si différent de son pays de Languedoil? Que vient donc faire l'escrivain du nord de la Loire dans ces contrées méridionales autrefois ravagées par la croisade des barons francs contre les Albigeois? Vous voulez savoir ce qui attire notre Jean Froissart du côté des Pyrénées? Eh bien, c'est la réputation du plus magnifique des ours pyrénéens, si j'ose dire. C'est la gloire un peu sulfureuse qui s'attache à la cour d'Orthez, la cour de Gaston Phébus, Gaston Soleil, ce Béarnais qui, en pleine guerre de 100 ans, paraît jongler en s'amusant avec les puissants royaumes qui l'environnent. France, bien sûr, Angleterre par le biais de la Guyenne, et puis Aragon et Navarre. Honoré seigneur et gentes dames, si j'ose dire, sachez bien que la réputation de Gaston de Foix n'est pas mince. Le preux chevalier, qui a pour surnom Phébus et qui va toujours tête nue pour mettre en valeur sa crinière dorée, Gaston fait inscrire sur ses donjons « Phébus m'a fait ». Les combats, il les mène, il charge, si je puis dire, au cri de Phébus en avant, et sa devise n'est pas plus modeste, « Touche-y si tu oses ». Je ne me donnerai pas le ridicule d'essayer de la dire en béarnais, ce serait pas brillant. Si Gaston Phébus, qui règne sur une double principauté pyrénéenne d'environ 10 000 de nos kilomètres carrés, s'il attire les curieux, et au premier rang d'entre eux le chroniqueur Jean Froissart donc, c'est parce qu'il est courageux certes et audacieux et munificent, mais aussi, bien sûr ça ne gâte rien et j'aurais même peut-être dû commencer par là, mais aussi parce qu'il est très
très riche. À sa mort, on trouvera dans ses coffres plus de 700 000 florins d'or, une fortune invraisemblable pour l'époque et qui explique en partie la splendeur dont témoigne l'actuelle expo du musée de Cluny et qui s'explique par la mise en place d'une fiscalité directe et indirecte incomparablement plus efficace chez Gaston Phébus que celle qu'on pouvait trouver à la même époque chez les suzerains et souverains d'Occident. Alors, d'où vient la richesse des marchands béarnais ? Elle vient d'une sorte de commerce triangulaire, si j'ose employer l'expression, mais d'un commerce triangulaire tout à fait honorable, celui-ci. Les Béarnais, à cette époque, exercent un monopole de fait sur les échanges entre Atlantique et Méditerranée. Ils sont bien placés, là, ils sont à la jonction. C'est bien simple. Ils achètent en Languedoc du pastel, dont on fait beaucoup d'usage pour la teinture des vêtements notamment. Ils achètent du pastel et des étoffes d'origine diverses, essentiellement italiennes et catalanes. Ils s'en vont revendre tout ça à Bayonne, qui à l'époque est occupée par les Anglais. Et avec leurs bénéfices, ils achètent du velours, de la dentelle, bref, tout ce que les Anglais sont capables de rapporter de Flandre. Velours et dentelle qui, entre nous, présentent l'appréciable avantage de ne pas peser trop lourd, donc d'être assez facilement transportables. Et ces étoffes très précieuses, eh bien, ils s'en vont les revendre à Pampelune et tout au long de la vallée de l'Èbre, dont ils rapportent la laine et les épices destinées au Languedoc, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un bon commerce. Tout ça jusqu'à constitution d'une foule de contribuables dont l'impôt atterrit grâce à une organisation efficace dans les coffres de Gaston Phébus. L'organisation, c'est du reste le point fort du comte de Foix. Il organise aussi bien ses soldats qui sont redoutés dans toute la région et au-delà que ses veneurs. Son plus grand plaisir, je vous l'ai dit, c'est la chasse, comme en témoigne son célèbre livre de chasse, ce traité qui pendant des siècles devait maintenir vivant le souvenir de Gaston. Prince Soleil, prince poète et musicien, ami des arts, bibliophile, grand mécène, vous commencez à mieux comprendre l'intérêt de notre Jean Froissart pour un personnage aussi attrayant. Claudine Payès, biographe récente de Gaston Phébus, raconte « Muni de lettres de recommandation de Guy de Blois, son protecteur d'alors, Froissart partit donc pour le Béarn en passant par le Languedoc, Carcassonne, Montréal, Fangeau, Belle-Pêche, Mazères, Saverdun et Pamiers, où il s'arrêtera 3 jours pour attendre compagnie pour aller en Béarn. Là, il rencontra Espin du Lion, proche compagnon de Phébus, avec qui il chevaucha à travers le comté de Foix, les terres de Comminges et d'Armagnac, la Bigorre. Un trajet de plusieurs jours qui fut très fructueux, sollicité sans cesse par Froissart en une sorte d'interview fleuve, Espin du Lion par là et par là encore. Des événements liés au lieu qu'il traversait et qui apprirent beaucoup aux chroniqueurs picards sur les péripéties de la guerre dans le midi de la France, des hauts faits de Phébus, mais aussi de l'entourage du comte, de ses habitudes, de ses largesses, de ses coups de colère. Le chevalier avait laissé échapper une allusion au fait que le comte n'avait pas d'héritier direct. Le chroniqueur revint à plusieurs reprises sur cette situation, cherchant à savoir, à comprendre, mais là, Espin du Lion ne voulut pas expliquer. Un extrait sur Europe 1 de Déduction de Carmina Burana, Franck. Alors ce que Froissart ne va pas tarder à comprendre, c'est qu'un terrible secret empoisonne l'atmosphère à la cour d'Orthez. Un secret, pour ne pas dire un tabou. Il y a là forcément de quoi intriguer notre chroniqueur Picard qui discrètement va mener son enquête. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'en arrivant à Orthez, Froissart, comme les autres, s'est d'abord laissé un peu éblouir par le personnage hors du commun autour duquel les Béarnais tournent comme autour d'un astre. Et je vous dis qu'en montant, écrit-il, j'ai vu beaucoup de chevaliers, rois, princes et autres, mais je n'en vis jamais qui eût de si beaux membres, une si belle allure, une si belle taille, le visage beau, sanguin et riant et les yeux pairs, amoureux là où il lui plaisait de jeter son regard. Le comte de Foix était beau prince, de belle forme, de belle taille, à la tête nue avec les cheveux épars, car jamais il ne portait de chaperon. Il était abordable et aimable envers toutes sortes de gens, leur parlait doucement, amoureusement.
Certes, les habitudes de ce grand seigneur ne sont pas banales. Voilà ce que nous révèle Froissart à propos de son emploi du temps au quotidien. Les ambassadeurs qui arrivaient pour le rencontrer en début d'après-midi n'avaient d'autre solution que d'attendre vêpres, voir le coucher du soleil. Le comte dormait l'après-midi, travaillait ensuite, attendant minuit pour souper au milieu des torches, produisant une telle clarté que Froissart parle à leur propos de paradis terrestre. Quand je vous dis que le comte dormait l'après-midi, entendez qu'il enchaînait les siestes crapuleuses, car en vérité, il est fort porté sur les dames. Dans ces conditions, comment ce prince si riche, si vigoureux, si amoureux peut-il manquer d'une descendance ? Décidément, Froissart est bien intrigué par cette tache incernable sur le soleil pyrénéen, jusqu'au jour où, dans l'obscurité d'une chapelle un peu à l'écart, en jetant des regards apeurés de droite et de gauche, un vieux courtisan va finir par lui révéler, d'une voix très basse, très éteinte, le fameux secret. La vérité, mon bon Froissart, c'est que le comte avait un fils, un vaillant garçon de 18 ans, mais que dans un accès de rage effroyable, il l'a tué, oui, tué de ses propres mains. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit qui s'intéresse sur Europe 1 au Prince Soleil, le surnom du prince Gaston de Foix, qui lui-même s'était accolé le surnom de Phébus, personnification du soleil. Et oui, un soleil qui quand même avait sa part d'ombre, c'est le moins qu'on puisse dire. Que s'est-il donc passé à Orthez en 1382, donc 6 ou 7 ans avant le séjour de Jean Froissart à la cour de Béarn? Personne parmi les témoins et chroniqueurs de l'époque ne remet en cause le crime affreux de Gaston Phébus, meurtrier même involontaire de son propre fils. Simplement, différentes versions existent pour expliquer l'événement. Alors je m'en remets de nouveau à Claudine Payès. La biographe de Gaston Phébus nous apprend, alors on a plusieurs sources, on a Juvénal des Oursins bien entendu, le religieux de Saint-Denis et puis notre Jean Froissart bien entendu. Juvénal des Ursins et le religieux de Saint-Denis racontent que le jeune Gaston, il a donc 17 ans alors, s'est rendu en Navarre pour voir sa mère exilée chez son frère, le roi de Navarre. Et là, déjà, les deux premières versions divergent. Le religieux de Saint-Denis affirme que l'oncle aurait donné au neveu une poudre susceptible de le rendre bientôt maître de tous les biens de son père. Voilà la citation même. Juvénal des Ursins, lui, est beaucoup plus accusateur. Selon lui, le roi de Navarre aurait carrément conseillé ouvertement à son neveu d'empoisonner son père. Le poison aurait été découvert par des hommes de Gaston, qu'il aurait confié à des apothicaires. On aurait découvert donc qu'il s'agissait de poison. Et Gaston de Foix aurait condamné son fils à mort et l'aurait fait exécuter, ce qui, entre nous, est très peu plausible, parce que dans ce cas, les archives auraient conservé quelques traces de l'événement, ce qui n'est pas le cas. Alors voyons ce que raconte de son côté notre cher Jean Froissart, informé, je vous ai dit, dans ce coin de chapelle par ce vieux courtisan. Selon Froissart, le jeune Gaston, donc quand je dis le jeune Gaston, c'est le fils de Gaston Phébus, qui a environ 17 ans, était allé en Navarre pour voir sa mère. Bon, jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord. Avant son départ, le roi de Navarre lui aurait donné une bourse pleine d'une poudre de poison et il aurait dit à son neveu que son père n'avait qu'à manger de cette poudre et que d'un seul coup, il se rabibocherait avec sa femme. Je cite Froissart, « Ils s'aimeront à toujours, mais si entièrement que jamais ne se voudront départir l'un de l'autre. » Bon, alors donc ce serait une sorte de filtre d'amour. Rentré à Orthez, Gaston aurait montré la belle bourse avec la poudre magique à son frère bâtard Yvain, avec lequel il avait à peu près le même âge, ils étaient à peu près de force égale, donc ils passaient leur temps à s'amuser ensemble. Et un jour qu'ils jouaient à la paume, il se trouve que Gaston aurait pris Yvain, lui aurait collé une rouste, si je puis dire, lui aurait donné une jouée, nous dit exactement Froissart. Et Yvain, tout en pleurant, nous dit Froissart, serait allé trouver son père, lui aurait parlé de la bourse. À ce moment-là, il ne savait pas ce qu'elle contenait, mais Gaston lui avait dit à plusieurs fois que grâce à cette bourse, sa mère serait bientôt plus en grâce qu'elle ne l'avait jamais été. Froissart nous dit, le comte de Foix rentra alors en grande imagination et se couvrit jusque à l'heure du dîner. Au dîner en question, il fait approcher le garçon, il ouvre son vêtement, il coupe la bourse et il demande à Gaston le jeune, si je puis dire, de quoi il s'agit. Et là, on voit le jeune homme qui devient pâle, qui se met à trembler. Le père veut en avoir le cœur net. Il met de la poudre sur un tailloir. Un tailloir, c'est une tranche de pain qui servait d'assiette. Vous savez, à cette époque-là, il tend le morceau de pain à une de ses levrettes, à un lévrier qui se trouve là, et l'animal tombe de toute sa hauteur. Il s'agit donc bien
de poison. Et là, le père se retourne contre le petit Gaston. Oh Gaston, Trétour, hein, ça y est, nous voilà avec du Bernet. Trétour. Donc traître, si vous voulez, pour toi et pour accroître l'héritage qui te devait retourner, j'ai eu guerre et haine au roi de France, au roi d'Angleterre, au roi d'Espagne, au roi de Navarre, au roi d'Aragon, et contre eux me suis-je bien tenu et porté, et tu me veux maintenant mourdrir. Bon, on comprend là. Il te vient de mauvaise nature, sache que tu en mourras à ce coup. Et là, on dit que les chevaliers, les écuyers se sont interposés, ont supplié à genoux Gaston d'épargner son fils. Il l'aurait simplement fait emprisonner. Il l'envoie dans la tour d'Orthez, où le jeune Gaston va rester 10 jours dans une salle, au secret, bien entendu. Et un jour, le serviteur qui lui apporte à manger s'aperçoit que tout ce qu'on lui a apporté jusqu'ici n'a pas été consommé. En fait, le jeune Gaston est en train de faire une sorte de grève de la faim. On prévient le père qui prend une colère terrible, qui débarque dans le cachot de son fils dans cette tour d'Orthez. Or, nous dit Jean Froissart, Gaston Phébus, il tenait à la main le couteau avec lequel il se nettoyait les ongles. Et il aurait molesté son fils, il lui aurait finalement donné un coup à la gorge et la lame qui dépassait, voyez à quel point on prend grand soin de vouloir exonérer Gaston Phébus de son crime, la lame aurait touché une artère. Or, elle aurait touché le jeune homme à la gorge. Or, il était déjà très faible, il avait été extrêmement impressionné par la visite de son père. Toujours est-il que quelques minutes après, on vient annoncer au père que le fils est mort. Il ne le voulut point croire, nous dit Jean Froissart, et envoya un chevalier vérifier. A donc fut le comte de Foix courroucé outre mesure, et regretta son fils trop grandement, et dit « Ah, Gaston, comme pauvre aventure s'y a !» En attendant, le comte de Foix aura beau se faire raser, aura beau se vêtir de noir et multiplier les séances d'humiliation publique et de prière, il aura beau rédiger ce merveilleux livre d'oraison dont nous allons parler dans un instant, ça ne lui ramènera pas son fils. Alors, nous dit Claudine Payès, que faut-il retenir de cette chronique de Froissart? Parce que vous savez que Froissart est connu par tous les historiens pour enjoliver considérablement l'histoire, et il ne faut surtout pas prendre ses relations au pied de la lettre. Elle nous dit quand même que la version qu'il nous présente a une singulière tendance à vouloir épargner aussi bien le père que le fils, qui dans cette affaire sont quasiment innocents l'un et l'autre. On nous présente un jeune homme d'une naïveté quand même confondante. Quant au jeu qu'il aurait, le jeu de paume, etc., avec son frère Yvain, ce sont quand même deux garçons qui ont respectivement 18 et 19 ans. On les voit mal se disputer se chamailler comme des gamins de 4 ans, et l'un allant pleurer littéralement dans le giron de son père. Que Gaston ait apporté le poison de Navarre est à exclure, nous dit par ailleurs Claudine Payès. Les archives navarraises n'offrent pas de témoignages de visite du jeune homme après 1375, ni de contact après 1378, et il n'aurait pas attendu plusieurs années pour administrer ce poison. Le récit d'une visite à Pampelune, à l'origine directe du drame, n'est pas crédible, ce qui laisse à réfléchir d'ailleurs sur le rôle réel du roi de Navarre. Si le poison est venu de Navarre, on l'a apporté plus tard, mais peut-être venait-il tout simplement du Béarn. Dire cela n'aurait pas cadré avec la naïveté du prince affichée dans la version officielle. En effet, s'il s'agit d'un véritable complot, comme le laissent entendre du reste les exécutions multiples qui ont eu lieu, plus de 15 personnes ont été punies dans cette affaire, alors évidemment le prince serait très coupable jeune, et puis le vieux aussi sans doute en tuant son propre fils. Quant à l'issue finale, ajoute Claudine Payès, écartant les explications embarrassées de Froissart, il faut sans doute y voir le résultat d'un de ces coups de colère dont Phébus semble avoir été familier, mais on ne saura jamais ce qui s'est dit à l'ultime instant dans le cachot d'Orthez, entre le père tout-puissant et le fils mal-aimé. Ce qui est certain, c'est qu'à sa mort en 1391, Gaston Phébus était sans héritier légitime. Quant à son fils, ce bâtard Yvain, qui en quelque sorte avait dénoncé son demi-frère, il mourra 2 ans seulement après son père, à Paris, dans le drame très célèbre du bal des Ardents. Vous savez, ce sont ces jeunes courtisans déguisés en sauvages qui s'étaient collés de l'étoupe et des plumes sur le corps avec de la poix et qui ont été brûlés vifs. Le seul qui ait survécu, c'est le roi Charles VI en personne. Il aurait du reste mieux valu peut-être qu'il mourût lui aussi, car il était fou et il régnera fou encore pendant 30 ans. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invitée sur Europe 1, Sophie Lagabrielle, conservateur en chef au musée de Cluny, c'est le musée national du Moyen-Âge à Paris, et commissaire de l'exposition Gaston Phébus, 1331-1391, Prince Soleil, qui se tient jusqu'au 5 mars prochain.
Et ensuite, l'exposition s'en ira au château de Pau. Le musée de Cluny, nous en parlons très régulièrement à ce micro pour inciter non seulement les Parisiens, mais tous ceux qui seraient de passage dans la capitale à s'y rendre. C'est un très bel endroit, merveilleux, et c'est une évocation incomparable du Moyen-Âge. On a tendance parfois à négliger ces grands musées parisiens. On a l'impression qu'il n'y a que le Louvre dans la vie, mais il y a tellement d'autres choses à visiter aussi. Merci beaucoup, Sophie Lagabrielle, d'être avec nous. Alors, je parlais de ce voyage en Béarn qu'a effectué Jean Froissart, le grand chroniqueur du Nord, si je puis dire, dans ce pays du Sud. Il a sans doute été victime de ce qu'on a bien voulu lui dire et aussi de son habitude d'enjoliver les choses. Effectivement, Froissart a peut-être été victime mais plus, à mon avis, de sa fascination du personnage. Et il a contribué à créer la légende de ce personnage. Oui, bien sûr. Et donc c'est lui qui, en fait, cherche à différer, fait créer le suspense. Vous avez parlé du drame d'Orthez. Il fait en sorte de faire monter le suspense et l'attente du lecteur. Alors justement, très bientôt, Éric Ruff, qui est sociétaire de la Comédie Française, va donner des lectures de ces textes. 2 lettrés à la cour d'Orthez, ça s'appelle Le Prince chasseur et le poète. Le poète étant évidemment notre Froissart. Absolument, le 30 janvier prochain et le 13 février. Ça sera l'occasion effectivement d'écouter ce magnifique chroniqueur qui a une prose merveilleuse, qui commence à passer d'ailleurs du vers à la prose et s'inspirant des faits du temps, va parler de la guerre de 100 ans, de ces épisodes, de Gaston Phébus. Tout ça, c'est au musée de Cluny, bien entendu. Absolument, au musée de Cluny. Alors, ça c'est assez étonnant parce que quand Jean Froissart arrive à Orthez, venant de Pamiers, comme nous l'avons vu, Gaston Phébus a déjà un certain âge. Ça n'est plus le jeune et brillant Gaston Phébus qui se comparait lui-même à Alexandre le Grand et qui faisait s'extasier toutes les dames des cours d'Europe. Il a acquis, si l'on peut dire, non pas ses lettres de noblesse, ça il les avait, mais il a acquis sa réputation, Gaston Phébus, dans un épisode qui se situe à Meaux, où il a volé au secours de gentes dames. Racontez-nous ça. Effectivement, Gaston Phébus avait répondu à l'appel du grand maître de l'ordre des chevaliers teutoniques pour aller combattre les fidèles et combattre avec les fidèles. Au-delà du Rhin, là-bas. Oui. Vers la Prusse, vers la Lituanie, ces païens de Lituaniens. Donc il revient tout auréolé de gloire et il arrive à Châlons en Champagne et entend que la dauphine et la sœur du dauphin sont enfermés dans le château de Meaux et menacés par les Jacques. Donc ce sont ces paysans qui sont révoltés, c'est la grande jacquerie. Oui, voilà. Et Gaston Phébus et ses chevaliers vont arriver à temps pour délivrer ces personnes et ces gentes dames. Et il va s'en servir effectivement pour se glorifier. C'est son grand fait de gloire, le premier en tout cas. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un combattant hors du commun ? C'est un grand guerrier, ce Gaston Phébus ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Je pense que Gaston Phébus a toujours évité de combattre. Mais néanmoins, il a une grande victoire dont il parlera longtemps. C'est celle de Launac en 1362. Il va combattre son grand rival auprès des Pyrénées. Parce c'est un grand prince, mais dans cette domination des Pyrénées, il a un rival qui est le comte d'Armagnac. Et il va placer ses petites armées, mais bien organisées, bien fidèles, face au comte d'Armagnac et à tous ses alliés, et il va les défaire. Et il va d'ailleurs emprisonner le comte d'Armagnac, le sire d'Albret, le comte de Comminges, et il ne les libérera que moyennant caution. Et on dit, vous avez dit que c'était le prince le plus riche du royaume, mais effectivement, c'est probablement cette victoire-là, ces rançons-là, qui sont à la base de sa fortune. Oui, fortune qu'il va garder au fond de sa tour d'Orthez. Et puis c'est vrai qu'il était entouré d'un conseil extrêmement intéressant, parce qu'il était entouré de ce qui, un petit peu, à peu près à la même époque en France, étaient les marmousets, les conseillers du sage Charles V, c'est-à-dire des gens qui sont quasiment des technocrates avant l'heure, qui ne sont pas tous nobles. On a l'impression que Gaston Phébus préférait les compétences à la noblesse, quelque part. Il recrutait son personnel sur les qualités intrinsèques de chacun. Il semble bien, oui, que Gaston Phébus se soit appuyé sur les non-nobles pour dominer ses nobles et ses vassaux directs, effectivement. Ce qui pourrait peut-être expliquer
les divers complots auxquels il a échappé, et notamment celui de 1382 qui va finir très mal, comme nous l'avons raconté, puisqu'il va finir par la mort du propre fils de Gaston Phébus, son seul héritier légitime du reste. Oui, triste drame, effectivement. C'est probablement lié à un complot, c'est ce que nous dit Froissart. On sait également que, par exemple, l'évêque de l'Escar va quitter précipitamment le Béarn, qu'il va y avoir des exécutions, donc ça n'est pas un acte isolé. Le pape intervient dans cette histoire, du reste. Le pape intervient surtout au moment où il a emprisonné son fils pour essayer de le faire libérer et d'obtenir sa cause. Il va arriver trop tard, le légat du pape va arriver trop tard. Mais si le pape, qui est en Avignon à l'époque, intervient dans l'histoire de Gaston Phébus, ça montre l'importance du personnage. Il est dans les enjeux de pouvoir très mouvants de cette guerre de 100 ans, un des personnages sur lesquels il faut compter, et le pape ne l'oublie pas. Gaston Phébus a effectivement joué un rôle sur ces marges pyrénéennes. Il se trouve, vous l'avez dit, au carrefour de 4 royaumes, et il est à la fois vassal du roi de France et vassal du roi d'Angleterre par la Gascogne pour le compte du Béarn. Il est vassal du roi d'Aragon, il est beau-frère du roi de Navarre, et effectivement, il est très armé, il est très respecté, il va faire entendre sa voix, ou en tout cas son pion va être important. Son père avait déjà en quelque sorte tracé la voie, mais ce qui est frappant, c'est que ce Gaston III, ce Gaston Phébus, va laisser à sa mort, et malgré des circonstances politiques et militaires extrêmement confuses, il va laisser à sa mort un État, si j'ose dire, en tout cas un territoire nettement plus étendu et beaucoup plus fort qu'il ne l'avait trouvé à son avènement, en fait. Il aura été un bon comte de Foix, un bon Béarnais. Gaston Phébus a été assez moderne avant l'heure, c'est-à-dire qu'il a compris l'importance de l'argent et il a réussi à acheter des alliances, des neutralités. Et l'un des grands actes qu'il va signer avant sa mort, ça va être le traité de Toulouse, qui va lui permettre d'englober le Comminges, ce que le roi de France va lui donner en contrepartie. Il va faire du roi de France son légataire universel, c'est-à-dire lui léguer son État puisqu'il n'a plus d'héritier légitime. On est en pleine constitution de l'État moderne, et ça tombe à point nommé, évidemment, à un moment où la France, par ailleurs, joue de malchance sur tous les terrains. Nous allons venir maintenant aux mécènes, à l'artiste, au poète, aux grands musiciens très avertis, aux chasseurs, très grands chasseurs et veneurs devant l'Éternel. Nous allons parler de cette exposition et de toutes les merveilles qui s'y trouvent dans un instant en votre compagnie, Sophie Lagabrielle. Je rappelle que vous êtes conservateur en chef au musée de Cluny. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un extrait sur Europe 1 du générique de la série télévisée de 1978, Gaston Phébus de Jean-Pierre Bourter. Oui, ça a bercé mon enfance, cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette série télé de Gaston Phébus, telle qu'on l'a présentée à la fin des années 70 à la télévision française, Sophie Lagabrielle? Je vous vois hésiter. Cette émission est basée sur un petit roman historique qui s'appelait Gaston et Muriane et qui malheureusement n'a pas beaucoup de fondements historiques. Et je regrette que l'on fasse passer le Gaston dont on vient de parler comme étant un petit... presque un pâtre, presque un berger. Un berger un peu affolé, un peu partant dans tous les sens, alors qu'il a été un organisateur, qu'il a su se faire reconnaître, qu'il a été respecté, a été, du fait de cette immense fortune dont nous parlions, un très grand mécène. À quoi ressemblait physiquement cette cour d'Orthez dans laquelle débarque Jean Froissart? À quoi ressemblent les palais? Comment sont les décors? J'imagine que la richesse ambiante est très grande. C'est en tout cas l'impression que transmet votre exposition au musée de Cluny.
Nous avons essayé de reconstituer notamment une table telle que pouvait être une table d'argenterie, évoquer la musique, évoquer le château d'Orthez. Mais ceci dit, le château d'Orthez, le petit château de Montcade, est très réduit. Ça n'est qu'une modeste demeure. Mais ce qui faisait la célébrité de Gaston Phébus, c'est c'était une cour très cosmopolite. On y recevait des Gascons, des Béarnais, des Français, des Aragonais, et tous ces chevaliers, ces prélats échangeaient énormément. Et donc, c'est une cour intéressante. L'information y circule très bien, et puis elle est très cultivée. Oui, Gaston Phébus a une passion pour la musique notamment. Ça, j'ai découvert ça en préparant cette émission. Il était très avancé dans la recherche musicale de son temps, évidemment. Il avait l'air d'être extrêmement connaisseur. Alors vous savez que c'est la période encore où la poésie et la musique sont intimement liées. Il aimait beaucoup Guillaume de Machaut. On a son ouvrage dans sa bibliothèque. Et lui-même a composé des chansons. On en a composé sur lui. Et il entretenait des ménestrels, des troubadours, des chantres. Et il les échangeait avec les plus grandes cours d'Europe qui étaient elles aussi très brillantes au niveau de la musique. Il avait, et on est à exactement à la même époque que Jean de Berry, par exemple, il avait une librairie, comme on disait à l'époque, ce que nous appelons nous une bibliothèque d'une richesse absolument extraordinaire. Parmi les traits, votre exposition est pleine de manuscrits enluminés, les enluminures, toutes ces miniatures sont un des moyens d'appréhender le mode de vie de l'époque, une époque extrêmement colorée. Alors je ne sais pas si c'est pour le plaisir des miniaturistes ou parce que c'était comme ça dans la réalité, mais en tout cas les personnages sont vêtus toujours de costumes très chamarrés, tout ça est très vivant, très 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 jeune, très frais. C'est important de le dire parce qu'on a une image souvent un peu grise, un peu tristounette du Moyen-Âge, même de cette fin de Moyen-Âge. Mais parmi les grands livres de Gaston Phébus, il y a d'abord et avant tout le fameux livre de chasse. C'est le livre de la chasse qui d'ailleurs a fait que le nom de Gaston Phébus est arrivé jusqu'à nous. C'est ce qui l'a rendu célèbre. Et effectivement, c'est un livre, vous parlez de couleurs, vous parlez d'images, vous parlez de costumes, et nous évoquons d'ailleurs ces aspects-là également dans l'exposition. C'est grâce au livre enluminé du livre de la chasse, travail qui a été fait à Paris dans les années 1407, donc effectivement tout au début du XVe siècle, que le livre a acquis peut-être toutes ces notes de noblesse et qu'il est devenu extrêmement populaire. Et effectivement, Gaston Phébus a écrit sur les animaux, il a écrit des choses qui n'avaient jamais été écrites. C'était presque un naturaliste avant l'heure, on peut dire. Voilà, oui, il a compris qu'il fallait se débarrasser de tout le discours moralisant, édifiant qui accompagnait toujours les bestiaires et les autres traités de chasse. Et donc, il est parti de son expérience, il est parti d'une description presque zoologique des animaux. Il a fait insérer dans son livre énormément d'images pour justement décrire ce dont il parlait, des animaux, de la nature, de leur manière de vivre, de leur manière de se nourrir, de la manière dont là où ils vivaient, comment les chasser, et donc ce goût de l'image et cet intérêt pour l'image est très très porteur pour lui. Il l'a senti. C'était très intéressant. J'ai sous les yeux le très beau catalogue qui accompagne évidemment cette exposition. Vous y expliquez notamment la distinction très nette pour les chasseurs, pour les veneurs, entre bêtes rouges et bêtes noires, c'est-à-dire entre quelque part les herbivores comme le cerf, ça c'est les bêtes rouges, et puis les carnivores comme le sanglier, omnivore en l'occurrence, qui sont les bêtes noires. Voilà, les bêtes noires, les sangliers, le loup, les bêtes un peu malfaisantes également. Et puis les bêtes rousses, ce sont celles qui donnent une bonne viande et qui sont agréables à chasser, comme le lièvre, le cerf, le daim, le renne. Et c'est encore une classification qui provient un petit peu du passé, mais qui le conserve. Il y a chez cet amoureux de la musique, cet amoureux de la chasse, etc., il y a aussi il y a un vrai chrétien. Alors, évidemment, ce qui s'est passé avec son fils a dû peser considérablement sur sa conscience, mais on le voit souvent en prière, en oraison.
Il a écrit un livre des oraisons qui est souvent associé au livre de la chasse et qui se trouve sous la même reliure. C'est un livre où il prie en latin, il prie un petit peu en français. On le voit agenouillé en prière dans un superbe manteau parsemé d'or et de gemmes. Il est en prière et il se confesse et il parle de toutes les de tout ce que les contemporains lui reprochent, des vices, de l'homme qui est faillible. Et effectivement, c'est une prière assez moderne finalement. Ce qu'il y a de très moderne, ou en tout cas qui parle forcément à tout le monde, c'est l'amoureux qui sommeille en Gaston Phébus. J'ai parlé d'un de ses enfants naturels tout à l'heure. Il avait des maîtresses. Ses rapports avec sa femme ont été plus compliqués, il faut bien le dire. Gaston Phébus, on connaît de lui trois bâtards, dont le préféré, vous avez parlé, qui était Yvain, plus âgé que son fils légitime, Gaston, qu'il a eu avec sa femme Agnès de Navarre. On parlait tout à l'heure du feuilleton. Agnès de Navarre, dans ce feuilleton, apparaît souvent comme quelqu'un qui a eu intérêt à ce mariage, alors que c'est vraiment l'inverse. Agnès de Navarre descend du roi Louis X, elle est la fille de reine de Jeanne de Navarre, et donc il a fait un beau mariage par ce mariage. Lui a fait un très beau mariage, voilà. Elle plutôt une mésalliance finalement, même si elle a épousé un beau prince très riche après tout. Oui, mais Gaston Phébus aussi descendait de la famille d'Artois. Il avait aussi du sang capétien. Donc bon, ça, et puis ça n'est pas, c'est une fille et une des nombreuses filles de Jeanne de Navarre. Ils n'ont pas eu un mariage heureux. Effectivement, Gaston Phébus a répudié Agnès après la naissance de leur fils Gaston, et elle a passé les 30 dernières années de sa vie en Navarre auprès de son frère puis de son neveu. Il semblerait officiellement que ce soit une histoire de dot non versée. C'est ce que Gaston Phébus, et vous avez parlé de Froissart avance, médiation du pape, médiation de la comtesse Aliénor de Comminges, la mère de Gaston Phébus, mais rien n'y fait. Gaston Phébus ne fera pas revenir sa femme en Béarn. Et d'ailleurs, à sa mort, sa femme va réclamer tous les cadeaux de noces qu'elle a eus et qu'elle a laissés en Béarn, obligée de fuir précipitamment. Et elle a donc une très longue liste de tous les objets qu'elle avait reçus, couronne d'or, cercle d'or, couronne d'or offerte par la reine, vaisselle d'argent, écuelle, plat, rageoir, aiguillère d'or et d'argent, enfin on voit qu'elle était effectivement d'un milieu royal très fortuné. Est-ce que Gaston Phébus a été amoureux des femmes ? C'est ce qu'il nous a dit dans son prologue. Il nous dit que l'amour a compté pour lui. Lorsque Froissart arrive, à la fin de la vie des deux protagonistes, ils ont tous les deux 55 ans, eh bien, il n'y a pas de femme. Il trouve une cour sans femme. Donc ça n'est pas si vrai en fait, le côté voilà. Il faut atténuer donc cet aspect-là. Voilà. En tout cas, il trouve, ça c'est Pierre Tucochala qui le dit, il trouve une cour pleine de tournois, de banquets et de cérémonies. Tout est prétexte à une débauche de luxe, les modes vestimentaires sombrant parfois dans l'extravagance. On a l'impression quand même d'une très grande vie à cette cour de Béarn. C'est ce qui ressort de ce personnage et de son temps. Oui, mais nous sommes au fin XIVe siècle et il ne sera pas le seul à avoir type de comportement. C'est la vie de cour, c'est celle de Charles V, de ses frères et de ses contemporains. On est prince lorsqu'on l'affiche. Tout à l'heure, voilà. Qui a été évidemment, qui est allé encore bien plus loin, lui, dans ce registre. Oui. On peut dire qu'on a affaire à un prince moderne dans l'acception machiavélienne du terme. Gaston Phébus a été très manipulateur, effectivement. Il a très bien compris l'intérêt de l'argent et la manière d'utiliser l'argent comme un outil politique pour acheter des vassalités, pour acheter de neutralité. Il a compris énormément la manière de mener une diplomatie habile, neutre en apparence, mais nouant des accords en arrière. Effectivement, il a eu un gouvernement très moderne, à vrai dire. Vous me parliez juste avant que l'émission ne commence d'un événement qui aura lieu le 21 janvier prochain ? Le 25 janvier. Le 25, pardon, le 25 janvier. Mercredi prochain, au Musée de la Chasse et de la Nature, nous organisons une journée sur les princes chasseurs, les princes donc du Moyen-Âge, qui ont eu
toute cette vie de cour qui associe la chasse et tout le train de vie qui est associé à ces chasses. Ça, c'est donc à l'hôtel Guénégaud, au musée de la chasse et de la nature. Absolument. Très bel endroit également. Merci beaucoup, Sophie Lagabrielle. Je rappelle que vous êtes conservateur en chef au musée de Cluny et que vous présentez en ce moment même et jusqu'au 5 mars à Paris. Ensuite, l'exposition s'en ira à Pau. Une exposition qui s'appelle donc Gaston Phébus 1331-1391. Prince Soleil, j'aime bien cette appellation, je suis certain qu'elle lui portera chance. Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.